Que serait notre conscience sans inconscient ? La psychanalyse est-elle la seule forme de thérapie ? Que veut-on dire quand on parle de pulsion ? Dans quel cas parlons-nous de transfert ? Branchez vos synapses et entrez dans l'interface pour apprendre à penser psycho. Une émission proposée par Lucie, Mostafa et Alexandra, étudiants en psychologie clinique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée Psycho. Je suis Mostafa Mala et je suis avec Lucie Boria pendant cet épisode. Salut. Et aujourd'hui, on va vous présenter la suite de la première partie sur les addictions. Comme l'épisode était trop long, on a dû encore le découper en plusieurs parties. Ça devient une habitude. Voici donc la deuxième partie et on espère que ça va vous plaire. Maintenant, on va passer aux différentes formes d'addiction et là, ça va être discussion, freestyle, tout ce qui nous vient à l'esprit. Là, on a beaucoup parlé de substances, mais bien sûr, il n'y a pas que des substances. Les substances principales, c'est les plus connues, c'est l'alcool, le tabac, le cannabis, les pilules. Parce qu'on voit parfois dans des films ou des séries des gens qui prennent des pilules. Généralement, on peut se shooter avec des médicaments sur ordonnance. Il y en a plein qui sont à danger. Typiquement la morphine, qui peut être donnée et qui est en fait une substance addictive. Il me semble que j'avais vu sur Arte qu'il y avait des scientifiques qui cherchaient à trouver une autre substance qui pourrait avoir les mêmes effets sans l'accoutumance, justement, et la dépendance à la morphine. Je pense qu'on a assez parlé de substances et on va en reparler après, ne vous inquiétez pas. Oui, là on fait que les lister un peu pour voir les différents thèmes, on va dire. Dans les addictions sans substance mais avec objet externe de dépendance, on peut parler de jeux vidéo. Les addictions aux jeux vidéo qui sont devenues très courantes. Je crois qu'il veut être mis dans le DSM-6. Les psychiatres veulent le rajouter dans le DSM. Mais tout le monde n'est pas d'accord non plus sur l'addiction aux jeux vidéo parce que vraiment, est-ce une addiction ou pas ? À part dans les cas extrêmes, et encore, est-ce que c'est vraiment une addiction aux jeux vidéo ou est-ce que ça peut être autre chose ? Est-ce que c'est sur l'objet en tant que tel ? Ça vient faire sens dans la psyché du sujet, c'est pour ça qu'en psychologie clinique, on évite de trop généraliser, et quand on généralise, c'est juste pour s'orienter. Dans beaucoup de cas, c'est une espèce d'échappatoire. C'est une espèce de bulle qu'on se crée pour s'isoler du monde et se protéger de certaines choses auxquelles on ne veut pas faire face. Mais est-ce qu'on peut considérer une addiction à une application ? Et je pense, à mon avis, comme tout le monde, que Facebook peut être un exemple assez parlant. On l'a sur nos téléphones, sur tablette, sur ordi, partout quoi. Mais quand on va dans ce raisonnement-là, comme on avait dit en amphi de neuropsychologie, que même les téléphones et les tablettes, c'est des addictions. L'autre jour, je réfléchissais, la première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est quoi ? Moi c'est éteindre mon alarme, mais elle est sur mon téléphone donc... Quand il n'y a pas d'alarme. Je regarde mon téléphone. Moi aussi. Même quand il n'y a pas d'alarme, je regarde. Si j'ai un message, je reste quelques minutes sur le téléphone pour voir ce qu'il y a, les notifications. Et après je commence ma journée. Mais même ce réflexe, il est devenu incrusté. C'est instinctif presque maintenant. Ouais. On se réveille, on ouvre les yeux et on regarde le téléphone. Ouais, et une fois il était déchargé, c'était bizarre. Mais est-ce que vraiment c'est une addiction parce qu'on en a besoin ou est-ce que c'est parce qu'on nous a aussi inculqué qu'il fallait être joignable tout le temps ? Et être joignable tout le temps, c'est avoir son téléphone tout le temps avec soi. C'est pour ça que c'est hyper complexe. Je dirais que c'est une addiction parce que ça a pris un rôle dans notre vie. C'est devenu indispensable, ça nous apporte pas forcément beaucoup de plaisir, mais c'est devenu la norme, j'ai l'impression. Et ça, c'est étrange pour un objet externe au corps humain qui devient greffé à nos mains. Puisqu'on en est là, autant essayer de voir si on peut caser le téléphone comme addiction en regardant avec les critères du DSM. D'accord. Voir si on a une addiction au téléphone. Effet de tolérance. C'est subtil, mais je dirais que quand j'ai eu mon premier téléphone et maintenant j'utilise beaucoup plus mon téléphone. Mais en même temps, maintenant, mon téléphone, il fait beaucoup plus de choses que mon premier Motorola qui avait Snake, quoi. C'est vrai. Mais ouais, non, effet tolérant, je sais pas. Parce qu'il y a des périodes dans notre vie où le téléphone, on en a marre, quoi. Et on le pose, et pendant 2 jours, 3 jours, peut-être, on l'utilise presque plus. Parfois, moi, mon téléphone, c'est un outil d'isolation sociale. Parce que personnellement, moi, quand je suis dans les transports, ou quand je suis à la fac, ou quand je suis en public, je suis pas dans le contact humain.
C'est une barrière en fait. Ouais, en fait, c'est une barrière écouteur, et quand je vois quelqu'un à qui j'ai pas envie de dire bonjour, par exemple, je prends mon téléphone comme si je l'avais pas vu, mais c'est devenu un réflexe. Des témoignages que j'ai pu lire aussi, c'est beaucoup ce que font les filles quand elles sont dans la rue le soir, pour éviter d'avoir à faire des contacts visuels avec les gens dans la rue, au risque d'attirer des gens à venir nous parler. Moi, je sais que cette technique-là, généralement, je mets aussi mes écouteurs pour éviter d'entendre si jamais on m'appelle. Et mon téléphone, je le regarde, je reste très attentive à ce qu'il y a sur mon téléphone pour gérer l'angoisse. Je pense que ça aussi, on peut rapprocher aux addictions qui isolent, parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de confronter. Oui. Moi, par exemple, les endroits blindés où il y a beaucoup de monde, je ne peux pas. Le contact social, j'ai du mal. En dehors du contexte professionnel, là, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis pas obligé, je le fais pas. Pour moi, je trouve que ça a aussi un peu un effet comme la nicotine, c'est-à-dire de réduire le stress. Quand je suis dans une situation hyper angoissante avant un examen ou les choses comme ça, être sur mon téléphone et passer mon temps sur Facebook à regarder des trucs inutiles qui changeront rien à ma vie, ça fait diminuer l'angoisse parce qu'on pense à autre chose et finalement il y a une barrière entre nous et le monde direct et le futur proche qui peut être angoissant. Le téléphone en soi, c'est une barrière sociale parce que il y a eu un changement. À cette époque où l'autre c'est un danger. L'autre devient menaçant. Donc quand on est dans une salle d'attente, au lieu de parler à la personne d'à côté, on regarde sur notre téléphone. Et on parle à nos amis qu'on connaît par message sur notre téléphone. Une espèce de barrière sociale parce que, surtout nous, à notre âge, on a été éduqués dans un monde où on devait se méfier de tout. On n'est pas comme nos parents qui sortaient, qui jouaient dehors. Il y avait plus de sécurité à leur époque. Et on se protège. On peut parler d'addiction, mais l'addiction vient faire sens dans un contexte social, dans un contexte psychologique, et va être différente d'une personne à une autre. Symptômes de sevrage. Est-ce qu'on peut classer l'idée obsédante comme un symptôme de sevrage? Je sais pas. Je sais pas. Mais si on pose notre téléphone loin et qu'on y pense toutes les 3 secondes, à dire est-ce que quelqu'un m'a envoyé un message? Est-ce qu'il y a un truc sur Facebook? Est-ce que Twitter m'a envoyé une notification? Il y a peut-être un petit peu une notion d'addiction à ce niveau-là de l'idée obsédante, mais symptômes de sevrage, je sais pas. C'est compliqué, on va dire que non. La sensibilisation, c'est-à-dire les mauvais effets augmentent. Ça a un effet sur notre rétine, sur nos yeux, le sommeil, nos oreilles avec les écouteurs. Donc on peut dire que la sensibilisation est là. Le désir persistant ou effort infructueux pour diminuer ou contrôler la consommation, non, pas vraiment. À part dans les situations extrêmes de pouvoir vérifier si on est accepté en master, il y a besoin d'être hyper connecté, mais sinon, ils sont pas infructueux les efforts pour diminuer ou contrôler la consommation. Il suffit de supprimer une application et c'est réglé. Beaucoup de temps passé à utiliser ou à se procurer la substance. On passe beaucoup de temps à l'utiliser, donc on peut le compter. Déjà, on a 3. La tolérance, la sensibilisation et le temps à consommer. Abandonner ou réduire ses activités sociales professionnelles, c'est exactement ce c'est qu'on ça, disait. donc déjà on en a 4 sur 7. Continuer à utiliser malgré la connaissance des risques pour la santé. Ça. Voilà. Et en même temps, est-ce qu'on les connaît vraiment les risques pour la santé? Mais juste sur les yeux, le sommeil c'est déjà une grande partie dans notre consommation. Et si on compte, on présente 5 critères sur 7 quand même. Donc on est addict. Très addict. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait, dans les addictions sans substance, on peut parler d'addiction au sexe, qui est un rapport au corps qu'on essaye de retrouver. On essaie de retrouver les premiers rapports mère-enfant. C'est quelque chose de très archaïque, très dans la sensualité. Mais tu vois, ce que je t'ai raconté juste avant qu'on fasse l'épisode, je lui racontais une pièce de théâtre que je suis en train de lire de Laurent Godet, où justement le personnage principal ressent le besoin de coucher avec tous les hommes qu'elle croise, comme si elle avait besoin de sentir quelque chose. Il y a cette notion de plaisir qui du coup n'est pas là, et en fait elle essaye, juste pour pouvoir atteindre ce système de récompense-là, ce plaisir lié à l'acte en lui-même. Ouais. On pourrait presque la qualifier d'addict puisque elle attrape les passants, les supplie. Il y a tout ce comportement qu'elle a qui pourrait faire penser justement à sa addiction à la sexualité parce que elle ressent pas le plaisir et elle cherche le partenaire qui lui fera ressentir le plaisir. Ça renvoie aussi à ce que j'ai dit en exemple, parce que elle a été mutilée par ses mères quand elle était petite. Et il y a un rapport mère-enfant qui est très violent, qui castre en quelque sorte. Carrément, ouais. Oui. L'addiction au jeu. Les paris, finalement c'est pareil que tout ce qui est sans substance. Je pense qu'il y a un certain manque et là peut-être il y a cette adrénaline
coule comme ça quand on parie, qu'on parie les choses grosses, parce qu'il y a des gens qui peuvent parier l'hypothèque de leur maison, vraiment parier leur vie sur un jeu. C'est même pas tant le gain, je pense, qui attire, mais vraiment cette sensation-là de tout miser et de tout laisser à la chance et au hasard. Il y a un peu de pensée magique. Quand on pense quelque chose, ça arrive dans la réalité et on pense qu'on l'a produit. Et il y a ce sentiment de toute puissance qu'on ressent quand on parie, j'imagine. Ouais, et on voit cette réalisation qu'on n'est pas tout puissant quand on perd, mais on voit que ça se réactualise. C'est notre interprétation après, on sait pas. Oui. Mais on voit que ça se réactualise dans leur comportement. Dans les addictions internes, on peut parler d'addiction à autrui, à un partenaire dans une relation toxique. Ça aussi, ça revient à une tentative de contrôler sa souffrance et de lui imposer un cadre. Je m'inflige moi-même ma souffrance. C'est un peu Ça fait masochiste en fait. Ah ben c'est le prochain point, mais ça fait masochiste mais psychiquement. Oui, parce qu'il n'y a pas de douleur physique. Dans une relation finalement toxique, il y a souvent violence physique. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais... La plupart des cas, c'est de la violence psychologique, et qu'on s'inflige plutôt qu'il nous est infligé. Là encore, hyper complexité, on fera peut-être un épisode sur les relations. Ouais. De toute façon, quand on part sur un sujet en psychologie, il y a tellement d'interprétations possibles et tellement de champs possibles à explorer pour expliquer un sujet que c'est toujours compliqué en fait d'essayer de synthétiser et de peut-être même vulgariser un minimum ce qu'on peut en dire. On pourrait partir loin sur les relations toxiques et autres relations à autrui parce que c'est très à propos dans le contexte social dans lequel on est. Ça ressort de plus en plus maintenant. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que justement, comme c'est dans l'actualité, il y a toujours beaucoup de divergences de points de vue. Ouais. Mais aussi, pour une génération état limite comme la nôtre, ça étonne pas qu'il y ait beaucoup de relations toxiques. Addiction à la douleur physique, psychique ou morale. Là encore, c'est un peu le même processus, à mon avis, sur différents niveaux de symbolisation. Voilà, on a fait un peu le tour des différentes formes d'addiction auxquelles on a pu penser. On va conclure ici pour cet épisode parce que, en grande surprise, il va être un peu long. Mais on vous retrouve très prochainement pour la partie 3 de ce podcast sur les addictions, en espérant que vous serez patient d'ici là et que vous serez content d'avoir la suite. On vous dit au revoir et à bientôt sur Pensée Psycho.